Salut, c'est Usul, bienvenue pour la chaîne à gauche. Aujourd'hui, on va parler de la gauche, du coup. Hop, jingle. Moi, je pense qu'il a été central pour moi, déjà, on peut partir de là, c'est ma haine des bourgeois et des privilèges, des inégalités, etc. Et après, niveau philosophique, j'ai la conviction peut-être un peu profonde que on perd beaucoup on perd beaucoup de talent, on perd beaucoup d'énergie dans ce système de caste qui se reproduit, etc., qui laisse pas monter les gens, et plus globalement, au niveau de la planète, etc., on a des défis communs de toute l'humanité qui nous font nous dire aujourd'hui tout de même, ce qui était déjà une intuition à gauche il y a longtemps, mais que la coopération est préférable à la compétition. Aujourd'hui, c'est assez clair. Voilà, c'est un peu mes deux axes. Je déteste les bourgeois et j'ai l'impression que c'est quand même vachement mieux de coopérer que de se tirer dans les pattes en permanence. Ce qui ne veut pas dire que j'ai pas envie de tirer dans les pattes des bourgeois, précisément parce qu'ils laissent pas faire cette histoire de coopération et qu'eux, ils sont dans une logique de domination. Je pense pas qu'on parle qu'à nous-mêmes parce qu'il y a une culture dominante évidemment qui est la culture de la bourgeoisie. Je veux dire, la culture dominante, c'est la culture de la classe dominante qui ne cesse de justifier sa domination, les inégalités, etc. par tout un tas de théories, de polémiques, de machins qui font que, en fait, quand on est né du mauvais côté de la barrière, ce qui a été mon cas dans une certaine mesure, on se trouve à sa juste place. Et donc la bourgeoisie ne cesse de produire des discours qui font en sorte que les gens qui sont à une mauvaise place se disent que c'est leur juste place, qu'ils ne méritent pas mieux. Ces discours-là, ils sont hégémoniques. Ils prennent toute la place, ils sont sur tous les médias, ça s'appelle la méritocratie, ça s'appelle la valorisation de l'école, des diplômes, etc. Ça s'appelle la compétition, même dans le travail, la compétition internationale, économique aussi. Les meilleurs gagnent dans l'économie. Si les meilleurs gagnent, ça veut dire que les autres, ceux qui ont perdu, ils sont nuls, y compris dans la recherche d'emploi, par exemple, sur l'économie, sur le marché du travail. Bon. C'est ça l'hégémonie culturelle. Il y a toujours une hégémonie culturelle de droite qui aujourd'hui a tendance à se transformer en hégémonie culturelle d'extrême droite parce que, en fait, vu que la bourgeoisie ne cesse d'essayer de justifier sa domination, finalement, si on lui propose de... Comment dirais-je, de rendre son discours plus efficace, plus violent, etc. Je veux dire, l'extrême droite justifie aussi très bien la domination avec peut-être d'autres systèmes de valeurs, je suis d'accord. Mais ils peuvent basculer de l'un à l'autre. Ce qui est important pour eux, c'est pas le système de justification pour les bourgeois, c'est la domination en elle-même. Donc s'ils doivent basculer d'un système de justification à un autre, ils le feront. S'ils doivent basculer de... c'est la méritocratie républicaine à... Il y a tout de même des cultures qui sont inférieures à d'autres, ils le feront. Je me fais aucun souci là-dessus, tant que ça permet de maintenir leur système de domination. Ils peuvent nous dresser les uns contre les autres, ils peuvent, ce qu'ils font déjà. Enfin voilà. Donc, nous, à quoi on sert ? On sert à cultiver un espace dans lequel on peut dire autre chose. Et alors, là, je vais vous dire un truc qui est, pour le coup, que je dis pas souvent, mais je pense que dans une certaine mesure, j'ai peu été invité sur des plateaux normaux de télévision, de radio, c'est assez rare. Pourquoi ? Parce que je pense que, ne serait-ce que... En fait, ces plateaux sont remplis de bourgeois. Et le simple mot « bourgeois », qui veut dire quoi ? Qui veut dire « vous êtes la classe dominante ». Vous êtes la culture de la classe dominante, vous êtes la classe dominante. Ils le prennent systématiquement très mal. Ils n'ont pas envie qu'on vienne leur dire... Vous n'êtes pas universel, mais de la même manière que les hommes, les blancs, n'ont pas envie qu'on vienne leur dire vous êtes des hommes, vous êtes des blancs. Les bourgeois, qui sont la classe dominante, donc la caste dominante, si on était en Inde, on parlerait de caste, j'en sais rien, je connais pas l'Inde, pas plus que ça. Mais je veux dire, c'est logique, il y a des groupes sociaux qui en dominent d'autres, mais si tu viens leur dire vous êtes ce groupe social qui en domine d'autres, oh non, personne domine rien, c'est le mérite, c'est l'égalité, c'est la démocratie, c'est... Oh, on veut... Voilà, tout le monde, c'est pareil. Non, vous êtes né dans un groupe social qui vous a donné les chances de faire les études, les études qui vous ont donné la place que vous avez aujourd'hui, du haut de laquelle vous venez nous dire qu'on est tous égaux. Et je pense que si, à un moment, je suis pas invité,
c'est peut-être parce que je suis le seul qui dit bourgeois, en permanence. Et que même les leaders de gauche le disent pas tant que ça. Parce que quand vous arrivez sur un plateau, il y a une gauche bourgeoise. Il y a une gauche bourgeoise. Les bourgeois, il y en a qui ont une sensibilité progressiste. Ils essaient de pas être racistes, ils essaient de pas être sexistes. À la limite, ils aimeraient bien qu'il y ait une hausse du salaire minimum. Ils sont prêts à payer des impôts. Ils sont prêts à ce que, je sais pas, même à la limite, on taxe les plus grands profits, j'en sais rien. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie qu'on leur dise, même s'ils sont de gauche, oui, bon, vous êtes des bourgeois progressistes. Ça, ils aiment pas, ça. Ça, ils aiment pas du tout. Et je vous jure qu'à chaque fois, les bourgeois, ils cringent quand je dis le mot bourgeois. Donc, on est toujours dans un système dans lequel il y a une hégémonie de la bourgeoisie, et la bourgeoisie, elle est très diverse. Il y a une bourgeoisie d'extrême droite qui est forte, il n'y a pas à chier. Bolloré, c'est la bourgeoisie d'extrême droite. Il y a une bourgeoisie de droite, plus Édouard Philippe, la Startup Nation, Macron. Bon, Fillon, pour moi, on est quand même déjà un peu limite. Je parle pour les Français, évidemment, je donne des exemples français. Et puis, il y a une bourgeoisie centriste, il y a une bourgeoisie de gauche. Il y a une bourgeoisie de gauche, enfin, le PS, évidemment, mais pas que. Même un bourgeois de gauche, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je suis allé aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, avec des gens de très bonne volonté, etc. Sauf que moi je dis bourgeois, c'est débile, mais je le dis tout le temps, parce que pour moi c'est fondamental. Si on ne nomme pas la classe dirigeante, comment vous voulez qu'on prenne conscience du fait que, bah oui, c'est la classe dirigeante, et si elle domine, la bourgeoisie, c'est pas juste la culture, je sais pas quoi. La bourgeoisie, c'est une catégorie précise chez Marx. La bourgeoisie, elle a un rôle dans l'appareil de production. La bourgeoisie, elle se définit par ce qu'elle possède. À savoir les moyens de production, les titres de propriété, etc. Donc quand je dis bourgeois, c'est un truc précis. Et à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts, je commençais à parler de bourgeois, y compris de bourgeois de gauche, etc. Et ça cringeait un peu, quoi. Je voyais bien. Et on me l'a dit après, on me l'a dit quand tu dis bourgeois, moi je sais pas, est-ce que je suis pas une bourgeoise ? Bah peut-être que oui, c'est pas grave, va falloir... mais est-ce qu'on peut le dire au fait, à un moment ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une classe dominante et que c'est pas les prolos, c'est les bourgeois ? On peut le dire ? Alors des fois on me dit, Usul, toi aussi t'es un bourgeois. Non, moi je suis un prolo qui a appris à parler comme les bourgeois, qui a appris à parler... pour les bourgeois même, j'ai envie de dire, parce que en fait la gauche, toute l'histoire de la gauche, c'est aussi une histoire de l'alliance des franges progressistes de la bourgeoisie et d'une partie du prolétariat organisé pour faire avancer les choses. Et mine de rien, dans une société bourgeoise, tu fais rien avancer si t'as pas un peu de bourgeois avec toi qui veulent faire avancer les choses. Mais ça reste compliqué à dire, voilà, vous voyez, là je l'ai déjà dit, et je sais qu'on me caricature souvent, moi je dis toujours bourgeois, mais voilà, je pense que la gauche, c'est celle qui regarde les problèmes, les inégalités, les injustices en face, et aujourd'hui je vois pas comment on peut le faire si on ne nomme pas les choses, et l'espace qu'on occupe où on peut nommer les choses, il est précieux, parce que sur un plateau de LCI, jamais vous entendrez un tel dire de l'autre sur le plateau, lui c'est un bourgeois, vous êtes des bourgeois. En fait le problème c'est que c'est tous des bourgeois sur le plateau de LCI. Il y a des bourgeois de gauche, il y a des bourgeois de moins de gauche, il y a des bourgeois de droite, d'extrême droite. Sur BFM c'est pareil. C'est des gens qui ont fait les mêmes écoles, qui ont eu les mêmes parcours, qui ont eu les parents qui leur ont payé l'appartement quand ils faisaient des études, qui les ont aidés quand ils faisaient des études, qui les ont aidés à l'orientation, etc. C'est une classe relativement homogène sur ces traits-là, qui a des différences après et des différends à solder. Il y a une compétition politique quand même dans ce pays. Mais il y a une compétition politique dans laquelle tous les représentants, de droite comme de gauche, sont issus de la même classe sociale. Donc on a le choix entre une bourgeoisie de gauche et une bourgeoisie de droite. Et le grand drame pour les prolos, ça a été qu'à un moment, le Parti socialiste s'est dit je suis plus tellement le parti de la classe ouvrière, on va laisser les ouvriers, et finalement, même avec les bourgeois de gauche, on peut gagner les élections. Voilà, on revient souvent au fameux rapport Terranova en France, je pense qu'on en fait un peu trop là-dessus, parce que le rapport est pas si important que ça, c'est une dynamique historique qui est plus longue, et qui est plus intéressante que ce petit rapport, qui vient même pas du PS, enfin bon, mais bref, on est les gouvernés. On est les gouvernés et on a peu de gens à envoyer dans les classes dirigeantes pour dire « Ah bah tiens, ça y est, on y est enfin, on pilote ». On n'y est jamais.
quand c'est la gauche bourgeoise qui passe, c'est toujours pas nous. C'est jamais nous. Dans les médias, c'est pas nous non plus. On se fait voler la parole par d'autres gens qui vont parler au nom des prolos, machin. Ils ont jamais vécu ça dans leur chair, etc. Très peu, hein, très peu. Il y en a qui font un effort d'enquête, un effort d'y aller. Tu vois, Ruffin, par exemple. Ruffin, il va voir les prolos, etc. Quand j'entends Ruffin, j'entends un peu les prolos. Je les entends parce que j'entends quelqu'un qui les a écoutés, qui a écouté ce qu'ils ont vécu. Mais même Mélenchon, hein, c'est pour ça que je suis de gauche aussi. C'est notre camp. C'est notre camp. J'arrive pas à croire que l'extrême droite de Marine Le Pen, qui certes sait qu'elle a un électorat de prolos, soit vraiment la voix des prolos. Pour moi, elle manipule des affects populaires qui ont été créés par la bourgeoisie raciste, réactionnaire, qui a diffusé ça dans l'appareil médiatique depuis 30 ans, 40 ans, de dire « Ah ben voilà, si vous êtes pauvre, c'est parce que c'est à cause des Arabes. » Et puis les gens, ils écoutent ça, et en effet, il y a des pauvres qui se disent « Si je suis pauvre, c'est à cause des Arabes. » Et ils recrachent ça, et ils disent « Ah bah si je suis pauvre, c'est à cause des Arabes, ou des feignants, ou des allocs, des gens qui sont aux allocs, voilà, comme Fabien Roussel. » J'entends pas des gens qui disent « Il est temps que le prolétariat puisse exprimer clairement ses revendications. » Et je vais être la voix de ces revendications-là. On peut pas faire une société, on peut pas faire société, faire croire que c'est une démocratie, faire croire que c'est une méritocratie ou je sais pas quoi, et que on soit jamais là, on soit jamais dans les gouvernements, on soit jamais sur les plateaux télé, on est nulle part. Moi, j'estime que je viens pas de ce monde-là du tout. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais Usul, t'es à Mediapart. » Ah ouais, je suis à Mediapart, ouais. Je suis qu'à Mediapart, en fait. J'en ai vu des collègues qui sont partis que j'aime bien, des gens que j'aime bien, qui sont partis sur France Info, qui sont partis ailleurs, qui sont partis dans des médias un peu plus France 5, voilà, d'autres trucs, France Inter, je sais pas quoi. Mais eux, ils disent pas bourgeois. Voilà. Y a un truc qui fait qu'il y a une fidélité chez moi, qui est pas une fidélité feinte, et que d'autres, ceux qui vont peut-être y aller plus vite, accéder plus vite aux sphères dominantes, non pas, parce que tout simplement, en fait, ils en viennent pas de là. Ils l'ont pas connu. Un vécu de prolo, c'est dans ta chair, en fait. C'est dans ta chair, c'est dans tes angoisses, c'est dans ton ventre, c'est la peur de la boîte aux lettres, c'est la peur de l'huissier. Si t'as pas connu ça dans ta famille, tu peux pas t'imaginer ce que c'est. C'est un certain rapport à la vie, de manière générale, au corps aussi, etc. Bon, bah, ça te laisse une colère. Et je ne doute pas qu'il y ait des représentants de gauche qui soient très empathiques à l'égard des classes populaires et de ce que les classes populaires traversent. Pour autant, beaucoup, et là je prends partis politiques et médias, beaucoup de ces gens-là à gauche n'ont pas connu ça, ne savent pas ce que c'est, ne l'ont pas vécu, ne l'ont pas éprouvé, et donc n'ont pas été transformés profondément par ça. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que il y a tout un tas de plateaux sur lesquels il ne faut pas m'inviter en fait. Je vais dire des trucs que limite j'ai pas envie de dire. J'ai pas envie d'arriver sur un plateau et de dire à tout le monde « Oui, vous êtes mignons, vous êtes empathiques, c'est bien. Vous êtes des bourgeois, vous êtes des gentils bourgeois, très bien. » Puis en face, il y a les salopards que je déteste. La droite, l'extrême droite, pour moi, ça c'est vraiment les salopards, qui eux savent que l'ordre du monde est inégalitaire, mais qui font même pas l'effort de dire « Oh, bon, on va essayer un peu de rétablir le truc. » Tu vois. Ce que je peux admettre que les bourgeois de gauche fassent, et c'est très bien. Mais eux, au contraire, ils vont dire ce que vous avez vécu, vous, les prolos, les pauvres, les racisés, tout ce que vous voulez, c'est normal. C'est normal. On va rien faire pour que ça change. On va même tout faire pour que rien ne change. Et on va même, pourquoi pas, si le rapport de force est favorable, tout faire pour que ça s'empire pour vous, pour les gens qui travaillent. Pour les gens qui travaillent, je veux dire les gens qui vivent de leur travail. Parce que voilà, la question travail-capital, ça a été une question qui est revenue... la question travail-alloc, travail-capital, c'est une question qui est revenue dans les débats là, il n'y a pas longtemps. Le prolétariat, c'est celui qui n'a que son travail pour vivre, qui n'a pas donc de capital. Il n'y a pas de frontière hermétique, il y a plein de classes un petit peu intermédiaires, où on a un peu de capital, où on ne peut pas se passer de son travail, etc. Puis il y a des gens qui sont au pied du mur. S'ils n'ont pas soit le travail, soit la solidarité, ils sont à la rue. Eh ben, quand t'as du capital, tu comprends pas ça. Enfin, tu peux pas, tu l'as pas vécu, tu sais pas ce que c'est. Donc voilà, je pense que on ménage des espaces. Là, on peut redire des termes quand même un petit peu. Moi, ça fait 10 ans que j'essaie de dire des termes.
Ça fait 10 ans que j'essaie de dire la même chose, de réhabiliter le mot bourgeois. Parce que c'est quoi cette société où il y a une classe dominante, on n'a pas le droit de la nommer. Mais le faire, en effet, m'a, à mon avis, coupé d'un certain nombre de plateaux sur lesquels je peux pas être invité, quoi. Parce qu'on peut pas dire bourgeois sur un plateau sur lequel il y a que des bourgeois. C'est une très bonne question. Très bonne question. Alors, quelle mesure on peut faire confiance aux bourgeois de gauche pour faire cette alliance historique qui a toujours été l'alliance historique de gauche, hein. Il nous faut toujours, quand je dis les bourgeois de gauche, il nous faut les intellectuels parisiens progressistes, il nous faut des profs, il nous faut des artistes, il nous faut voilà, ces gens-là qui vivent mine de rien dans le monde bourgeois. Parce que, par exemple, l'artiste, s'il n'est pas acheté par des bourgeois, il est quand même bien dans la merde. Les vrais artistes, les grands artistes, que ce soit les musiciens qui signent sur des labels, donc faut qu'ils soient rentables, etc. Donc faut pas qu'ils disent des trucs qui choquent trop les bourgeois non plus. On le voit bien. Les auteurs, voilà. Bon, les artistes, les profs. Bon, les profs, ils peuvent avoir des valeurs très progressistes, mais enfin, concrètement, leur place dans le système, c'est d'être des rouages actifs de cette machine qui va trier les enfants de prolos et les enfants de bourgeois. Quand bien même ils auraient les meilleures volontés du monde, en fait, leur volonté, elle va s'user. Les profs, eux, ils ont une place, du coup, dans cet appareil de tri et de sélection, et puis surtout, en fait, ils maîtrisent la culture bourgeoise. Soit la culture bourgeoise, dans le sens les arts, les belles lettres, la culture, l'histoire, le bon mot, la langue, évidemment. Soit des savoirs qui sont récompensés, les mathématiques, par exemple, qui sont récompensés dans le parcours scolaire, des trucs sur lesquels on va trier aussi les enfants, s'ils sont bons voilà, les enfants d'ingénieurs, les enfants de machin. Bon, il y a un patrimoine aussi dans ces trucs-là. Bon, en gros, c'est pour ça que c'est une des classes sociales qui a des liens forts avec la bourgeoisie, mais qui pour autant peut avoir des aspirations progressistes, qui a des liens forts avec la culture de la bourgeoisie, qui n'en a pas nécessairement les moyens économiques, hein, mais qui joue un rôle de tri, voilà. Je vois pas comment on fait une alliance historique sociale sans eux. D'ailleurs, moi-même, maintenant, je fais plutôt partie de cette classe-là. J'ai acquis la culture bourgeoise, je sais parler, on me parle de livres, je sais, même si, comme les bourgeois, hein, je peux faire semblant de les avoir lus, je sais ce qu'il y a dedans, a priori, sans nécessairement les avoir lus, je connais les grands noms, les grands auteurs, les grands mouvements, l'histoire, les arts, la littérature et tout, il n'y a pas de problème. Moi, maintenant, c'est bon. Mais donc, du coup, j'ai la culture bourgeoise. Mais parce qu'en fait, j'ai compris assez tôt que j'allais en avoir besoin, parce que sinon, j'allais me faire marcher dessus. J'allais me faire humilier, j'allais me faire... relégué, j'allais me faire mépriser. Mais comme plein de prolos qui ont fait un peu des études sup et qui gardent à la fois leur colère de prolos, mais qui ont appris à parler avec les bourgeois. Par contre, il ne faut jamais leur dire qu'ils sont des bourgeois, hein. Ça, on y revient. Mais si on fait une alliance avec eux, j'ai envie de prendre un peu l'histoire longue du PS comme moment où vraiment, enfin, pour identifier vraiment le moment où le PS a trahi, plusieurs fois évidemment, mais le PS, on a tendance à oublier que le PS, historiquement, même la SFIO, a gouverné avec le centre très souvent. Voilà, ça a toujours été la gauche modérée, le PS. Voilà, le congrès d'Épinay en 71 vient réancrer le PS à gauche, de la même manière que la NUPES, aujourd'hui, vient réancrer le PS à gauche dans la catégorie de ceux qui sont pour la transformation sociale, pour la rupture. Mais le PS n'a pas toujours été pour la rupture, souvent il est pour l'accompagnement. Bah quand le PS choisit de faire l'accompagnement en sacrifiant les ouvriers, à partir des années 80, oui, on peut être méfiant. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'est plus dans cette phase historique, qui a été longue, hein, qui a été 30 ans. Hein, 30 ans de PS qui dit « Oh, bah tant pis les ouvriers. » Voire, les ouvriers, de toute façon, ils sont réactionnaires. Nous, le PS, on est là pour porter des changements sociétaux, je sais pas quoi, essayer d'accompagner un petit peu avec peut-être un peu plus de dialogue social que ne saurait le faire la droite, mais de toute façon, on va accompagner les grands mouvements de l'économie et de l'histoire, comme la mondialisation, l'Europe, néolibérale, etc. Mais bon, le PS, c'est pas composé de prolos, le PS, hein, les cadres du PS, les gens qui votent PS, on le voit particulièrement maintenant. Le PS, à un moment, a eu un vote populaire et il l'a perdu. Si aujourd'hui il l'a perdu, c'est qu'il a trahi ce vote populaire à de nombreuses reprises. Donc, mais j'ai l'impression que là, on re-rentre dans une phase où je trouve que c'est très significatif que le PS soit dans la NUPES. C'est-à-dire que les bourgeois de gauche, après avoir considéré que les classes sociales inférieures
été dangereuse, soit parce que on parle des prolos des champs, des prolos de la ruralité qui votent trop FN. Voilà, donc on peut les disqualifier. De toute façon, c'est des incultes, ils votent trop FN. Alors quand on regarde, l'abstention est beaucoup plus préoccupante que le vote FN, qui n'est jamais qu'un vote de droite qui s'est radicalisé. Il y a toujours eu un vote de droite chez les prolos. Soit les banlieues. Il y a eu un moment en 2015, le PS était au pouvoir en France. 2015, c'est les attentats à Paris, c'est une horreur. C'est une horreur. Et là, le PS, dans ses affects, a été profondément transformé par ce moment-là. Et a commencé après avoir voulu avoir un rapport paternaliste aux banlieues, et avoir voulu prendre sous son aile les mouvements antiracistes dans les années 80, 90, avoir eu un rapport un peu bienveillant, mais méprisant, mais bienveillant, paternaliste vraiment, avec les banlieues et les immigrés de première, deuxième, troisième génération, tout ce que vous voulez. Il change d'attitude en 2015, et là, les banlieues, ils commencent à avoir un regard vraiment de droite dessus, quoi. Ça devient vraiment... L'islam est à chasser partout, parce que les banlieues égale islam, égale terrorisme, égale attentat, etc. Et là, il y a un raidissement, c'est Manuel Valls, etc. Mais ça va donner le printemps républicain, qui va être un truc où, bah voilà, on a des raisons très concrètes de ne rien faire pour, je sais pas, pour les musulmans, y compris pour les musulmans contre les fachos. Et c'est là qu'on crée... voilà, ça c'est la dernière grande trahison à mon sens du PS. Il y a eu d'abord le mouvement social qui a été d'accompagnement du néolibéralisme, où on a sacrifié les ouvriers en se disant « Oh, bah de toute façon, c'est le grand mouvement de l'économie. Si les grandes entreprises délocalisent et installent leurs usines finalement en Roumanie plutôt que chez nous, est-ce que c'est une grosse perte de perdre les ouvriers ?» Après tout, les ouvriers, ils sont versatiles, et puis, si on les reforme, ils pourront devenir autre chose que des ouvriers. On n'a pas besoin d'ouvriers. En fait, un pays moderne ne devrait pas avoir d'ouvriers. Tant pis, il y a un atelier du monde, c'est la Chine, c'est l'Europe de l'Est, c'est, voilà, on n'a plus besoin d'ouvriers. Et puis là, ils se sont mis aussi, à partir de ce moment-là, 2015, c'est la deuxième, je trouve, grande rupture avec les classes populaires au sens large, c'est à embrasser complètement une logique islamophobe qui, en fait, est la logique de droite de guerre des civilisations. Il y a l'islam qui est ce monde rétrograde de manière générale, le monde arabe, voilà. Alors il y a les guerres de Bush, on peut remonter le 11 septembre, hein, je veux dire, il n'y a pas 2015 s'il n'y a pas le 11 septembre avant, mais s'il n'y a pas avant encore la guerre du Golfe et tout ce qui veut... Je veux pas partir trop loin, mais vraiment, le PS a embrassé cette vision néocolonialiste et néoconservatrice du monde, qui était celle des Faucons de Washington aussi, mais qui a une histoire longue en France, qui a une histoire de 200 ans en France, l'histoire de l'orientalisme, où l'Orient, c'est la sensualité, c'est l'ailleurs, l'exotique, le machin, mais c'est un peu le Moyen-Âge quand même, hein, soyons honnêtes. Nous, on est les Lumières, on est le progrès, on est le machin. Et là, ils ont non seulement ils ont embrassé ça à fond à partir de 2015, parce que cet Orient, il devient dangereux, cet islam, il est dangereux, mais il y a une histoire plus longue de ça, hein, mais à partir de 2015, je trouve vraiment il y a une radicalisation de ce truc-là. Et donc, les classes populaires musulmanes, ce qui est pas rien en France, ce qui est une bonne partie des classes populaires quand même, enfin c'est pas majoritaire, mais enfin tout de même, devient aussi l'adversaire, devient suspect systématiquement. Et voilà, ça c'est les deux trucs qui font que la gauche, pour moi, dans les 30-40 dernières années, elle n'a pas été à la hauteur de cet enjeu qui est normalement le sien, qui est de représenter les classes dominées. Au contraire, elle les a écrasées en fournissant des discours pour les écraser, non plus, pas au nom de la réaction, pas au nom d'un ordre naturel, je sais pas quoi, au nom du progrès. Le progrès de la mondialisation, on peut bien se passer des prolos, c'est des fachos. Le progrès des Lumières et de l'Europe qui va donner des leçons de droits de l'homme à tout le monde. Ah bah du coup en face c'est les musulmans qui sont tous plus ou moins Daesh, voilà quoi. Et il y a des classes populaires, il y a des classes populaires rurales, il y a des classes populaires musulmanes, machin, qui se sont dit bah à la gauche, bah d'accord, ok. Et ça a nourri une abstention considérable. Et je pense que cette gauche qui a trahi, c'est le PS. C'est pour ça c'est pour ça que je trouve que le fait qu'elle soit dans la NUPES qui en effet s'est créée sous domination de Mélenchon qui pour le coup n'est pas dans ces discours-là. C'est très important. Il n'est pas dans ces discours-là, dans aucun des deux. Il est pour... Enfin voilà.
la défense voilà, contre l'islamophobie, il est pour la défense des classes populaires et de leur métier, de leur travail, et de... Voilà. Bon, il y a un changement quand même, il y a un changement. Ils peuvent retrahir à tout moment, je suis d'accord. Mais là, je suis plus d'accord pour faire alliance avec la gauche bourgeoise, parce que Anne Hidalgo a fait 1,6%. Ils sont à genoux, en fait. Leur option politique n'est plus viable. Ils le savent, ils l'ont compris. Ils se sont pris à cette branlée. Jadot, tout le monde. Tout le monde. Jadot qui est pas un islamophobe, lui, c'est plutôt tout de même la mondialisation, etc. Voilà, un bourgeois de gauche reste un bourgeois, c'est-à-dire il a peur des classes populaires. Et il va toujours trouver de bonnes raisons d'avoir peur des classes populaires et de s'en méfier. Il y a ça chez Jadot, il y avait ça chez Hidalgo. Et si la gauche n'est pas le camp des classes populaires, elle est le camp de quoi On a qui, en fait ? On a qui, nous, les classes populaires ? Est-ce que la gauche, c'est que les partis ? Évidemment que non. Moi, j'étais plutôt, au début des années 2000, moi j'étais plutôt dans le mouvement altermondialiste, etc. Je pense qu'à un moment, la gauche, elle s'est aussi réinventée en dehors des partis. C'est ça qu'il y a un mouvement qui est assez intéressant, hein. C'est-à-dire que pendant qu'il y avait un PS qui était obsédé par le pouvoir, par ses luttes, par s'adapter à la mondialisation, etc., de ce dont je parlais un petit peu plus tôt, il y avait une gauche qui essayait, d'encaisser. En fait, voilà, il y a la chute du mur de Berlin, il y a la chute de l'Union soviétique, et à un moment, la gauche se dit « Merde, globalement, on a perdu. » Cette longue séquence du XXe siècle, est-ce qu'on l'a pas perdu, tout simplement ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Comment on réinvente une gauche ? Alors le PS, lui, c'est lui qui va arriver au pouvoir et qui va dire « Eh ben on a perdu. Le capitalisme a gagné, il a gagné. Eh ben on va accompagner le capitalisme. » C'est ça le truc profond qui s'est passé. Et puis il y a une autre gauche, post-communiste, je sais pas comment on peut le dire, donc la gauche altermondialiste, qui réfléchit, du coup, en dehors des partis, c'est vrai, en dehors des partis de gouvernement en tout cas, parce que Lutte ouvrière, la LCR et d'autres partis d'extrême gauche étaient impliqués dans les luttes de l'altermondialisme qui arrivent à la fin des années 90, au début des années 2000, et on réinvente, on se dit, bon, c'est quoi le problème ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce qu'on doit combattre en priorité ? Et qui va se fixer un peu son propre agenda, qui va remettre au goût du jour des trucs qui étaient un peu datés, comme les rapports Nord-Sud aussi. Il y a ça dans l'altermondialisme, évidemment, vu qu'il s'agit de dire la mondialisation néolibérale à marche forcée, plutôt que de l'accompagner, non, il faut la combattre. D'ailleurs, au début, les altermondialistes s'appellent les antimondialistes, mais ils vont changer de nom en cours de route pour dire non, ok, on n'est pas anti, on a un projet en fait. On a un autre projet qui est celui de la coopération. Et la gauche, c'est ça, la gauche, normalement, c'est la coopération. Là où la mondialisation, c'est la compétition. Le monde est un grand village, il faut qu'on soit compétitif en face de je sais pas, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Asie, de je sais pas quoi. Et d'autres qui vont dire non, mais coopérons avec le Sud aussi, coopérons avec le Sud. Tout ça, c'est les mouvements altermondialistes. Contre qui il faut coopérer ? Contre les institutions supranationales, qui ont ancré les règles de la domination capitaliste mondiale et des grandes puissances occidentales dans le marbre, de grands traités, d'institutions comme l'OMC, le FMI, etc. Le FMI qui est un agent de l'impérialisme occidental, et de l'impérialisme capitaliste, en fait, j'ai envie de dire. L'impérialisme capitaliste qui va venir dire au pays « Ah, bah c'est pas très sérieux votre gestion de trucs, il faut que vous fassiez les grandes réformes qu'on vous a dit, il faut que vous ouvriez vos frontières, il faut que vous passiez aux monocultures, parce qu'il y a un marché du grain, donc va falloir vous spécialiser, vous faites ci, vous faites ça, sinon on va pas refinancer votre dette, vous avez une dette, machin. » Et le FMI a été l'agent vraiment impérialiste du capitalisme. C'est contre ça que se crée l'altermondialisme. C'est-à-dire comment on fait autrement, quoi. Comment on fait autrement. Là où, je vous rappelle, j'ai pas parlé du FMI pour rien. À un moment, à gauche, le prochain candidat, en 2011, c'est pour le PS Dominique Strauss-Kahn, qui vient du FMI. Ces logiques-là, il y a une gauche qui les a acceptées. Ces logiques de prédation, ces logiques capitalistes. Est-ce que la gauche est prête ? Parce qu'en fait, elle s'est dit à un moment, la gauche socialiste, il n'y a pas d'autre chose que le capitalisme. Vu que le monde communiste s'est effondré, il n'y a pas d'autre chose que le capitalisme, donc on va essayer de faire du capitalisme à visage humain, et ça donne Dominique Strauss-Kahn au FMI, dont on nous dit qu'en fait c'est le meilleur candidat qui soit pour 2012. Bon, bah l'histoire a montré que c'était pas forcément le meilleur candidat, mais il va falloir du temps aussi avant que le PS, et c'est pour ça que je reviens au PS,
qui est la gauche de gouvernement, on peut le dire autrement, hein, je dis gauche bourgeoise, je dis PS, on pourrait dire la gauche de gouvernement, la gauche qui accepte de gouverner dans les conditions qui sont celles du capitalisme mondialisé. Celle-là, oui, celle-là, voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une autre gauche qui a existé ailleurs? Bien sûr que oui, et j'y ai participé, donc je peux te dire d'autant plus oui. Dans les assos, dans les syndicats, dans les partis d'extrême gauche, voilà, où là, on n'a pas accepté le jeu du gouvernement, et moi, je viens plutôt de là. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en effet, il est temps qu'on revienne au pouvoir, il est temps qu'une gauche de transformation revienne au pouvoir, et je ne connais rien d'autre que les partis. Je suis en effet très parti. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie, j'ai parlé tout à l'heure des institutions supranationales. Typiquement, c'est pas des partis, hein, mais c'est un outil politique pour un programme politique, capitaliste, un programme économique, pour faire en sorte qu'il s'applique. Voilà, des institutions supranationales. Et la bourgeoisie a toute une palette d'outils qu'elle peut utiliser pour gouverner bel et bien, en dehors des partis politiques. Je pense au lobby. Aujourd'hui, le mot est plus connu, hein, mais c'était moins connu hein, il y a 30 ans, les lobbies. Le lobby, c'est voilà, des groupes d'intérêt économique qui vont faire pression sur les parlementaires, sur la démocratie en fait. Des gens qui vont mobiliser un pognon de dingue pour que tel secteur économique se voit offrir des lois qui lui sont favorables par des parlementaires pourtant élus par le peuple. Donc il y a un conflit de légitimité entre acteurs économiques, acteurs politiques issus de la représentation, du système démocratique. Le lobby est là pour faire plier la démocratie, parce que la démocratie c'est toujours un problème pour les acteurs économiques. Et le lobby est l'outil pour faire plier la démocratie et les acteurs politiques aux intérêts de leur secteur économique, de leur entreprise purement et simplement. Voilà, il y a un lobby du nucléaire, il y a un lobby de l'agroalimentaire, il y a un lobby du vin en France qui est très fort. Il y a plein de lobbies qui sont des secteurs économiques qui font pression, qui savent faire depuis longtemps, au Parlement européen particulièrement. Au Parlement européen, vous n'avez pas idée du nombre de lobbyistes. Je ne sais plus le chiffre, c'était 7 lobbyistes professionnels pour un député, pour un parlementaire, hein, pour un député européen, qui sont voilà, de différents secteurs. Hein, mais si on fait le compte en tout, des lobbyistes qui travaillent à Bruxelles, voilà. Ça, c'est une des manières qu'a la bourgeoisie d'influer sur le cours politique des choses. Il y a une autre façon, les médias. Aujourd'hui, c'est quand même une question qui est très importante, en France, aux États-Unis, en Angleterre, partout. Voilà, l'empire Murdoch d'un côté. En France, on va avoir Bolloré, on va avoir Arnaud, on va avoir Bouygues. Voilà, les plus gros médias français, si on enlève le service public, sont tous possédés par des milliardaires. Et ça sert, mine de rien, à nous servir à configurer le débat démocratique. C'est-à-dire, tu configures les paramètres du débat, ce qu'il est possible de dire ou pas de dire. Tout à l'heure, je parlais du fait que je peux pas arriver sur un plateau et dire je vais vous parler les bourgeois là. On va parler des bourgeois. Ah, c'est gênant. Mais c'est d'autant plus gênant sur une chaîne privée, en fait. C'est d'autant plus gênant. On n'a pas envie d'entendre ça. Voilà. Et sur les chaînes privées, ils ont les moyens de faire en sorte qu'on n'entende pas ça de toute façon. Et sur les chaînes publiques, on va s'aligner à un ton qui a été donné par les chaînes privées et qu'ils vont suivre de toute façon sur ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, enfin ce qu'on ne peut pas dire. On va créer le politiquement correct de l'époque qui va être décidé par un espèce d'amalgame de ce qui se dit ou non dans les grands médias. Et si les grands médias, ils sont possédés par les milliardaires, bah, d'une certaine manière, ça participe énormément à ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut pas dire dans le débat public. Et l'inverse, quand je disais on peut pas dire des trucs de gauche, on peut pas critiquer les bourgeois, l'inverse c'est par contre on peut de plus en plus dire des trucs d'extrême droite parce qu'il y a des chaînes d'extrême droite, Europe 1, CNews, j'en passe et des meilleurs, qui elles repoussent au contraire grâce à Bolloré les frontières de ce qu'on peut dire d'extrême droite. Sur ces chaînes-là, ce qui fait que après, même sur les chaînes publiques, ah bon, bah maintenant, c'est des termes qui sont en circulation dans l'espace public. Ah bah, grand remplacement, c'est plus tabou. On peut le dire. Et on se retrouve avec le leader de la droite républicaine aux dernières élections présidentielles françaises, à savoir Valérie Pécresse, qui peut dire grand remplacement, pas de problème. Parce que ça a été poussé sur des chaînes privées, etc. Donc, je résume. Les institutions supranationales, les lobbies d'intérêt économique, les grands groupes de presse possédés par les capitalistes.
ça fait déjà beaucoup de manières différentes qu'à la bourgeoisie d'intervenir dans le débat public, d'intervenir dans la vie politique. Nous, on a quoi? On n'a pas de lobby, on n'a rien, on a des assos épaisses que dalle, ils ont décidé de pas les écouter, ils les écoutent pas. On a des syndicats, ok. Moyennement écoutés, plutôt diabolisés. Diabolisés par qui? Par les grands médias, justement, des chaînes des bourgeois. Qui vont dire « Oh, la CGT veut tout faire péter, c'est dégueulasse, le dialogue social, c'est quand même vachement mieux, ce sont des fous furieux, etc. » Donc, ils sont un peu... de toute façon, on le voit, hein, historiquement, depuis 40 ans, la perte de vitesse de ces grands syndicats, qui étaient pourtant notre force. Bon, bah, il nous reste quoi? Il nous reste les partis politiques, par lesquels on peut essayer de faire le coup de force et de prendre directement le pouvoir. Ça nous sert à ça, les partis politiques. Alors je suis d'accord qu'on soit critique avec les partis politiques de gauche. La dernière vidéo que j'ai faite, c'est précisément sur une critique de la manière dont elles gèrent les violences sexistes et sexuelles. Moi, je suis pour qu'on soit exigeant même avec nos partis politiques de gauche. Par contre, au moment où il faut voter, là, faut pas les lâcher. Parce qu'on a que ça. On a que ça. Sinon, c'est les partis bourgeois qui vont succéder. Et voilà. Le fait que vous ayez voté, si vous êtes de gauche et que vous êtes français et que vous regardez cette vidéo, le fait que vous ayez voté Mélenchon, c'est ça qui a fait que le PS... Derrière, il a fermé sa gueule et il est rentré dans la NUPES. Et c'est une victoire considérable pour toute la gauche que d'avoir mis le PS au pas. Parce que, voilà, faire amende honorable de tout ce qu'ils ont fait de la gauche néolibérale, de la gauche islamophobe à la Carole Delga, là, qui a bien été obligée de fermer sa gueule, Manuel Valls et compagnie, là. Voilà, ça c'est vous, c'est parce que vous avez voté pour un parti de gauche que ça a fait peur aux bourgeois, parce que nos institutions, mine de rien, ils ont plein de leviers d'action, nous on n'a que ça. On n'a que ça, et d'autres te diraient évidemment la grève, les syndicats. Très bien, moi je soutiendrai toujours la grève, les syndicats. Mais le fait est que, c'est quand la dernière fois qu'une grande grève a renversé le pouvoir politique? On a pu repousser leurs mesures un petit peu, la dernière bataille des retraites, c'était ça. Avec une grande grève, avec les syndicats avec nous, on peut repousser un peu leurs mesures, leur faire un peu peur. Le mouvement des Gilets jaunes leur a foutu les chocottes, oui, d'accord. Mais on n'a toujours pas le pouvoir. Pour avoir les pouvoirs, il nous faut des partis. Des bons partis. Un parti, plusieurs partis, je m'en fous. Du pluralisme, c'est très bien. Une alliance de partis, la NUPES, ça me va. On fait la NUPES. Et je suis chaud de ouf. On n'a que ça. On n'a jamais gagné autrement. Ou alors, il faut une guerre, il faut qu'il y ait la résistance, il faut qu'il y ait la guerre civile. Mais c'est pas l'option qui a ma préférence. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne à gauche pour plus d'extraits de gens à gauche et pour faire vivre aussi le débat à gauche. Voilà, j'ai assez dit à gauche.